sais, t'as pas une fille en train de s'étouffer sur une queue. T'as pas une fille en train de se faire défoncer par 4 gars en même temps. T'as pas... Bonsoir. Ami poète. Ouais. Bienvenue sur la chaîne Revue le podcast. Bonjour et bienvenue à Revue le podcast, votre nouveau podcast préféré. Et si vous êtes sur Patreon, ben vous avez eu une partie du pré-podcast. Et si vous êtes sur YouTube, si vous êtes sur YouTube, ben vous avez juste le podcast. Je suis désolé. Il y a quand même des avantages à être membre. Sinon, n'oubliez pas que vous êtes bien sûr sur votre nouveau podcast préféré et qu'avec moi aujourd'hui, c'est Alex de La Fuite en vidéo et on parle Teen Movie. Ça commence. Allons-y maintenant avec cette deuxième partie, si tu veux, Teen Movie, parce que j'ai fait avec la chaîne du Connard et Joseph, on a parlé de 3 films, Boys in the Hood, Pump Up the Volume et Breakfast Club. On parlait beaucoup d'impact social à l'époque. Sur ces 3 films-là ont un impact extrêmement social. Et ce qu'on disait plus ou moins, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, c'est que tous ces films-là sortaient avec l'idée que ça représentait des couches de la société, que ce soit Breakfast Club, tu avais toutes les couches de la société en retenue un week-end, c'était de la merde. Pump Up the Volume, tu avais la couche de société à laquelle je m'identifiais le plus, soit les banlieusards, etc., avec la rébellion face au système. Ouais. Un système qui existe toujours, un système une guerre que la génération X a perdue. C'est vrai, je suis désolé, on l'a perdu, on a essayé. Ça a pas mal fait, quoi. Tu sais, c'était le bon vieux fuck de système, so be it, puis allez vous faire foutre, bande de vieux cons. Et un truc que j'ai oublié de dire, c'est que la même année que sort Pump Up the Volume, sort Nirvana Nevermind, Rage Against the Machine, le premier album. Il y avait comme un mouvement qui s'en allait vers ça. Je sais que toi et moi, on aime beaucoup la musique, la 91. Ouais. Ça représente énormément de l'attitude qu'il y avait de Génération X à cette époque-là, Pump Up the Volume. Et Boys in the Hood nous présentait les ghettos américains comme on les avait jamais vus au cinéma avant. Dans la Blaxploitation, on avait vu une partie des années 70, 80, etc. Mais là, ils nous montraient les nouveaux ghettos américains, c'était devenu quoi. Et c'était pour ça qu'on trouvait ça super efficace. Mais toi, tu as choisi 2 films qu'on pourrait qualifier, à quelque part, d'anti-teen movie. Ouais, c'est pas faux, ouais. J'ai choisi 2 films où en même temps, Boys in the Hood, c'est pas, enfin, je vois ce que ça a de teen movie, mais je culpabilise moins de mes choix tout d'un coup, parce que c'est un super choix. J'adore ce film, Boys in the Hood, et mais c'est pas que un teen movie. C'est vraiment Breakfast Club. On peut dire, moi, c'est vraiment le chef-d'œuvre pour moi absolu. Enfin, c'est le teen movie incontournable, etc. Très intelligemment écrit en plus, enfin, etc. Mais oui, ce n'est que ça. Enfin, c'est vraiment et alors que il y en a, ça déborde. Moi, j'en ai choisi 2 que j'adore. Donc ceux qui me suivent depuis un petit moment ne seront pas très surpris et qui factuellement rentrent dans les critères, on pourrait dire, de teen movie, puisqu'ils mettent en avant des adolescents et restent centrés sur eux, je veux dire. Mais dans le temps, et c'est sans doute ça dont on va parler, dans le temps, en effet, il s'éloigne parfois assez violemment de ce qui se faisait dans les années 80-90 en matière de teen movie, où je crois que c'est parce que je comme comment dire, je crois que c'est avec Joseph où vous disiez à un moment, j'avais vu que souvent les gens qui étaient touchés par ces films-là n'étaient pas, c'était des pre-teen, quoi. C'était même pas vraiment des gens de 15-16 ans, mais plutôt des jeunes ados de 12, 13. Et moi, c'était totalement ça. Hein. Et donc il y a quelque chose de fascinant parce qu'on disait c'est ce qui nous attend. Enfin, oui ou non, selon évidemment 1000 facteurs, quoi. Mais il y a quelque chose de fascinant en disant j'ai tellement hâte d'y être, tu sais. Et quand tu regardais Breakfast Club ou même certains autres, alors je parle pas des teen movies qui sont uplifting, tu sais,
Il y avait Pretty in Pink, voilà, exactement. 16 Ouais, les trucs un peu, les trucs un comme peu pour les garçons. T'avais Vision Quest, les trucs un peu de sport, tu sais. Vision Quest, Karate Kid, Youngblood, des trucs. Youngblood, exactement. Voilà, Comment devenir un homme? Comment utiliser ta masculinité pour réussir ta vie, putain. Voilà, c'est exactement ça. Où là, ça te faisait vraiment rêver, ça te vendait du rêve. Voilà. Là, il y en avait d'autres, pas du tout. Et ceux qui m'ont marqué, ceux qui m'ont le plus impacté vraiment, c'est les deux dont je vais, enfin que je t'ai proposé. Parce que ils m'ont fait réfléchir à l'adolescence. Donc pour moi, ils rentrent complètement dans la thématique, mais pas, ils m'ont pas fait rêver. Enfin, je me suis pas dit ah ça a l'air trop cool. Mais parfois c'est ça aussi. Je trouve qui est intéressant, c'est le teen movie, c'est une leçon, oui, sur ce qui t'attend, et c'est pas forcément un truc genre tu vas voir, tu vas grave kiffer, ça va être génial. C'est Donc, ton premier choix, et on va y aller, et c'est un choix avec un acteur qui, depuis, est devenu le plus bankable, probablement, de tous les acteurs de l'histoire du cinéma, Tom Cruise, et t'as choisi Risky Business, dont je dirais tout de suite que la morale du film est qu'il n'y a rien pour faire un homme comme une prostituée. Et alors, on spoil hein, ici, on est Oui, bien sûr. Voilà. Les gens qui connaissent ma chaîne savent que je ne suis jamais retenu de spoiler. Risky Business, c'est le film où quand je l'ai lancé, je me suis dit, enfin, j'avais une idée préconçue, tu vois ce que je veux dire. Ne serait-ce que par l'affiche d'ailleurs, tu sais, avec les Wayfarers, la Porsche, je me disais, ouais, je sens bien le genre. Enfin, tu sais. L'affiche qu'on voit d'ailleurs derrière toi. Oui, oui, tout à fait. Et donc, bah, faire très 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 rapidement, on va suivre un jeune lycéen d'une banlieue de Chicago qui s'appelle Joel Goodson. D'ailleurs, j'ai l'affiche ici, c'est lui, on va pas, il y a le reflet de la fenêtre, qui va profiter de l'absence de ses parents pendant, je crois, une semaine ou un truc comme ça, pour un peu s'émanciper. Et tenter des trucs qu'il ne tenterait jamais d'habitude. Je précise que c'est un lycéen très sage. Et pour ceux qui n'ont pas vu ce film et qui connaissent bien sûr Tom Cruise, je pense que c'est le cas de tout le monde. Faut savoir aussi que dans ce film-là, il ne joue même pas le rôle d'un beau gosse. C'est ça qui est intéressant aussi, je trouve, c'est qu'on a un Tom Cruise un peu joufflu. D'ailleurs, il avait pris du poids pour le rôle, pour obtenir le rôle, pour pas être trop justement beau garçon, et qui est très maladroit avec tout le monde, hein, on va dire. J'allais dire avec les femmes, mais c'est pas que avec les femmes, hein, même avec ses potes, c'est pas génial. Et c'est pas un tombeur, c'est pas un c'est une athlète, c'est juste un mec normal. C'est un mec, un ado normal, un jeune ado normal, et qui est normal, c'est-à-dire avec tous les complexes d'ado, toutes les appréhensions sur, voilà, même liées à sa libido et tout, enfin comme tu disais, etc. Et il va effectivement croiser le chemin d'une très jeune call girl qui d'abord va le manipuler, puis parallèlement à ça, quand même. Développer une forme de sincère affection pour le garçon qu'il est, quoi. Mais ça va être semé d'embûches parce qu'évidemment cette nana, elle travaille au service de groupes, enfin de groupes d'individus pas forcément bien intentionnés. Donc ça va être des catas, mais en même temps, à chaque étape de ce film, quoi, c'est des coups dans la gueule pour lui et des leçons de vie qui sont apprises. Alors pas toutes à suivre, j'ai envie de dire. Parce qu'il voilà, il y a aussi un truc que j'aime beaucoup dans ce film-là, c'est qu'il est assez cynique. Il est initiatique, cynique. Et la célèbre scène qui est d'ailleurs dans mon générique de la future vidéo pendant la première année, où il envoie chier le prof, l'envoyé du bahut, quoi. Et où il lui dit parfois il faut savoir dire je m'en bats les steaks. Et en gros il va tricher, il va acheter le mec, donc c'est pas pour avoir de bonnes notes, c'est absolument terrible. Donc il y a
et avoir une espèce de morale de à trop faire le bien, on n'arrivera jamais à rien. Je sais pas comment dire. C'est un truc assez dur. Après, il y a quelque chose que j'aime beaucoup aussi dans ce film, c'est l'époque des yuppies aussi, hein, où se concentrer de pas complètement, faire le exactement. bien finit par te rapporter plus que faire le bien. Hein. Là, on est en 83, le film a été tourné en 82, probablement écrit en 81. C'est la transition entre les hippies des années 60-70 vers les yuppies des années 80, où tout d'un coup, le paraître compte beaucoup plus. Les gens ont évolué, les baby boomers ont vieilli. Le paraître compte beaucoup plus. Et ils commencent à, comment je pourrais dire ça de manière élégante, à inculquer à leurs enfants que la réussite a une certaine importance dans la vie. Oui, Tu peux pas vivre de fleurs et de cheveux qui puent. C'est exactement ça. Et il y a aussi un truc il y a quand même beaucoup de scènes où tu peux te sentir totalement concerné, enfin où tu te retrouves complètement évidemment dans le personnage de Cruz, quoi. Des petits soupapes de légèreté qui sont les bienvenus, parce que je trouve qu'il y a des moments où il y a vraiment une espèce de chape de plomb qui s'abat sur le film. Non, c'est vrai, quoi. Et c'est génial. Après, j'aime beaucoup la réal. Paul Brickman, j'ai vu que c'est un mec qui a fait très peu de films d'abord, et je crois que Risky Business c'est son seul gros succès, hein. C'est vraiment le seul. Et vraiment, pour moi, il y a quelque chose de totalement réussi, et il y a une forme de mélancolie aussi, enfin, mais une mélancolie pré-mélancolie, comme un désenchantement annoncé. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, tu regardes le truc et tu sais que ça va se terminer, ça va être un peu amer, quoi. La vie qui t'attend ne sera pas celle que tu veux. La vie qui t'attend, c'est la merde. Exactement. Et ça, j'adore. Et même dans la réal, je trouve que c'est très bien fait. Il y a la musique aussi de Tangerine Dream qui est devenue culte et qui est très mélancolique, enfin qui est presque triste, enfin qui est super belle. Et puis enfin les scènes cultes à volo, la Porsche qui coule, ouais. Putain, c'est fabuleux. La danse. La scène de danse, la scène où il danse dans le salon avec ses lunettes, c'est du délire. C'est vraiment, enfin, je trouve que c'est vraiment un très très bon film. Et moi, en tant que, alors, sorti, je crois chez nous en France 84, j'avais vérifié, je crois. Donc ouais, voilà, j'avais 12 ans. Et ça m'a vraiment marqué. Je me souviens que je retournais le louer, tu sais, pour en VHS bien sûr, pour le revoir. Et c'est vraiment enfin, j'ai vraiment développé une énorme affection pour ce film-là. Donc quand on me demande, et ce qui est drôle, ce qui est fou, enfin, c'est que, alors, pour les Américains, je sais que le film il est vraiment quand même très connu, même aujourd'hui. Il est extrêmement culte en Amérique du Nord. C'est très très culte, hein. C'est pas du dans tout la culture anglo-saxonne. Voilà. Mais en Europe, enfin en France en tout cas, pas du tout. Et je suis ravi de l'avoir fait découvrir. Je l'ai fait découvrir cette année ou l'année dernière, je sais plus, à Dirty Tommy qu'il avait jamais vu. Également à Merège. Enfin, alors que c'était des gens, je pensais de ma génération, je veux dire, c'est tous les deux, ils ont un âge quasiment. Enfin, c'est la même. Et j'étais sûr qu'il l'avait vu. Et il ne l'avait jamais vu. Et il l'avait pas vu. Et il pensait que c'était un truc bof. Il pensait que c'était ça doit pas être génial. Et quand les deux l'ont vu, ils m'ont dit ah non, c'est une tuerie. Donc ça m'a fait super plaisir. Je me suis dit bah ouais. D'abord et avant tout, c'est un film d'ado qui prend pas les ados pour les cons. Et c'est là que je vais te demander de faire un comparatif avec ce qu'il y a comme aujourd'hui, film d'ado. C'est le meilleur résumé qu'on pouvait faire. Ouais. C'est un film qui prend pas l'adolescent pour un débile profond. Okay? Déjà, il le traite pas comme un débile profond. Il met en avant, bien sûr, ses insécurités, ses doutes, ses peurs, ce désir-là qu'il a de réussir pour rendre fier. Il sait pas qui. À la fin de la journée, il veut réussir plein de choses. Il veut aller à Princeton, il veut faire ci. Mais il sait pas pour qui il le fait, puis il sait pas pourquoi qu'il le fait. Il le fait juste parce que c'est comme ça que tu es supposé de vivre ta vie. Tu vas à l'école, tu vas à l'université, tu te maries, tu as des enfants, tu ajoutes une maison. Tu t'enchaînes les trucs. Et dans ce film-là, on passe plus de temps à l'avertir d'arrêter de vouloir vieillir trop vite. Mm-hmm. Ouais, c'est vrai. Et le personnage de Rebecca de Mornay, dans le fond,
c'est son lien avec la réalité. Elle fait la pute. Là. Mm-hmm. Elle dit, tu sais pas où la vie peut t'amener. Tu sais, il y a un rapport avec où est-ce que la vie peut t'amener. C'est ce besoin-là quand on est adolescent, qu'on a tellement hâte de devenir des adultes, sans savoir ce que la vie adulte nous attend. Et moi, pour s'il y a des adolescents qui nous écoutent, je vais vous le dire tout de suite, profitez de vos années d'adolescence. Ne pas avoir de responsabilité est la meilleure chose au monde, OK? C'est clair. Mais il est super bien écrit, ce perso, d'ailleurs, je trouve. C'est subtil, elle est pas cliché. Ouais, voilà, en fait, il y a pas de... Je réfléchissais, mais t'as raison, il y a rien de caricatural. Presque paradoxalement, parce que l'aventure que raconte le film est assez spectaculaire, mais on n'est jamais dans la caricature. En termes de jeu, d'écriture, jamais. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que je trouve... Alors, j'avais été assez surpris avec le recul de voir que le film, quand il est sorti, il a eu de très bonnes critiques à peu près partout. Alors que moi, je pensais qu'il s'était fait un peu flinguer par l'intelligentsia. Et pas du tout. Il a eu de très bons papiers à l'époque. Ils ont dit que c'était un très bon film. Et ça m'a fait plaisir, mais c'est vrai que c'est pas un film con, comme tu dis, et c'est surtout un film qui ne te prend pas pour un con. Parfois ça peut être sympa d'être pas pour un con, mais il y a des teen movies un peu teubés que j'adore. Mais ça fait pas un film qui va bien. Mais là c'est autre chose. Avec le temps qui va. Là c'est autre chose, ouais. Et on est avant Top Gun, et je trouve que Tom Cruise, c'est là en fait que déjà il crève complètement l'écran, mais réellement. Et en plus il n'est pas beau entre guillemets. Voilà, il a pas encore on n'y est pas encore, ça va venir, hein, mais il n'a pas encore le visage du Tom Cruise qu'on connaît, voilà, dans Top Gun et tout. Et d'ailleurs, le réal, vraiment, au début, voulait pas de lui. Enfin, je pense que t'es courant, mais peut-être s'il y a des gens. C'était Sean Penn. Le premier choix, c'était Sean Penn. Ensuite, il y avait Tom Hanks qui a auditionné pour le rôle. Ouais. Et Michael J. Fox. Et ça a fini avec Tom Cruise, qui à l'époque, je veux rappeler à tout le monde, OK, que Tom Cruise en 83, c'est pas un nom bankable, hein. Personne ne le connaît. Il a juste fait une série, je crois. Hein. Je te dis ça dans 2 secondes. J'ai devant moi ses crédits. 83, il avait fait Outsiders, où il a un tout petit rôle dans Outsiders. Ah oui. Exact. Tout à fait. Parce qu'il était même parlé aux auditions de Risky Business, en fait, en fin de tournage d'Outsiders. Et quand Brickman l'avait vu, il a raconté par la suite qu'il était grimé en Outsiders, tu vois, il avait un peu la houppette, les machins et tout, et il s'est dit non, mais ça n'a pas le cas du tout. et que Cruise lui a dit non, mais je vais prendre du poids, je vais faire la sur le côté, je vais faire mon travail d'acteur, en fait. Et qui s'est métamorphosé. Mais oui, comme tu dis, Outsiders, Tom Cruise, il n'est pas du tout, de toute façon, lui, il n'est pas sorti encore. Il est en tour. C'est la même, sorti la même année. Voilà. En fait, c'était vraiment personne, en fait. Enfin, voilà. Sorti la même année, Tom Cruise a fait 3 films d'ado. Outsider, Risky Business et L'Esprit d'équipe. Qui, encore une fois, L'Esprit d'équipe, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est plus un drame qu'un film d'ado. Et c'est encore un autre film qui met des ados dans des situations extrêmement complexes, qui doivent vivre des sentiments complexes. Ça, pour les plus jeunes qui nous écoutent, des sentiments complexes, c'est l'inverse de tout ce qu'on a comme film d'ado maintenant. Maintenant, les sentiments qu'on met en avant, c'est être en amour ou pas être en amour, se rebeller contre une autorité qui n'existe pas vraiment. Là. On vous met dans une dystopie quelque part, vous devez vous rebeller contre ça. Parce qu'il n'y a plus rien à notre époque contre quoi se rebeller. Il y a aussi un truc, c'est que les films d'ado maintenant, on va peut-être me trouver une exception ou deux, mais les 3/4, ils sont tellement asphyxiés par les nouveaux codes politiques et moraux en vigueur à Hollywood que c'est compliqué. Enfin, c'est vraiment c'est quand même très bas de plafond. Des films comme Risky Business aujourd'hui, c'est même plus possible. Enfin, c'est impossible à faire pour tout le monde. Déjà un ado qui couche avec une pute, oublie ça. Ça va. Ouais, alors déjà, c'est sûr, le même comportement, pas la vision du milieu scolaire, tous ces trucs-là. Enfin, rien ne passerait aujourd'hui. Enfin, c'est terrible, hein, mais il y avait une liberté de ton que je trouve, c'est quand même chaud, quoi, en ce moment. Tu veux même plus faire du fantasy sans énerver les gens maintenant, donc ouais, c'est pour te dire. Là. En plus, c'est dans un milieu où il y a que des blancs ou presque dans lequel existe, qui est réaliste pour l'époque. Ah oui, logiquement, c'est logique. C'est une petite famille bourgeoise. C'est une petite famille de suburbs américaines. Là. C'est à ça que ça ressemble en 83. Là. Ouais. Je suis désolé de vous l'apprendre, là, mais
sais, c'est la upper middle class qu'on appelle. Là. C'est ça, exactement. Donc, c'était comme ça que ça fonctionnait. Là. J'apprends rien à personne. Pardon. Mais aujourd'hui, on pourrait plus faire ce genre de film-là. Ou s'il ferait un remake de Risky Business, ça serait une fille trans qui rencontrerait un prostitué trans qui lui apprendrait à devenir trans. Que répondre. Mais non, moi, je ris pas des gens trans quand je dis ça. Non, bah non, Juste, non, absolument oui. pas. Je ris de la situation du mec qui se ferait dire fais-nous un remake de Risky Business et ça doit être inclusif. Non, mais on rit parce que c'est en fait rien ne doit être imposé en matière d'art et que moi c'est comment dire, on imposerait autre chose, d'autres catégories de personnes ou je ne sais quoi, ça serait le même problème. C'est exactement ce que dit Bret Easton Ellis, qui au passage est homosexuel et qui est un des plus virulents combattants de toutes ces conneries de merde et qui dit non, on ne doit pas plier face aux pleurnicheries, aux exigences. Ça doit pas être 1000 personnes sur Twitter qui décident quel genre de film tu fais. C'est d'un extrême à l'autre en fait. Et là, on est clairement dans l'extrême. On n'a pas trouvé le juste milieu. Mais voilà. Après, je pense qu'il y a plein de gens qui demandaient plus de visibilité et qui ne souhaitaient pas du tout que ça devienne ce que c'est devenu. Moi-même, j'en entends des fois quoi, qui disaient non, mais c'est pas ça qu'on a demandé en fait. Ah putain, les studios sont tellement cons aussi, il faut dire. Mais bon. Ben regarde, maintenant c'est plus vraiment représentatif d'une réalité, c'est une réalité imposée que j'appelle. Alors et qui n'est plus réel, qui n'est plus crédible du coup. Qui est pas, ça manque de crédibilité parce que je vous confirme qu'encore aujourd'hui aux États-Unis, au Canada, il y a des suburbs upper middle class qui sont à 99,9% blanches. Ben oui, il faut pouvoir en parler. Et on décide d'arrêter de parler de ces gens-là. T'sais, c'est pour ça que je vous dis, puis en plus, le film aujourd'hui serait mis... Tu sais, les valeurs hollywoodiennes ne sont pas forcément les valeurs de la masse. C'est ce qu'on utilise le cinéma comme un outil de propagande. Ça, c'est une discussion beaucoup trop profonde pour un podcast de revue. Là. Ni toi et moi, on a de l'intelligence pour discuter de ça. Surtout moi, tout à fait. Mais je trouve ça d'une tristesse que maintenant, en voulant plaire à tout le monde, on a arrêté de faire des bons films. Parce que vouloir plaire à tout le monde, c'est faire un compromis. On a encore quelques bons films quand même, mais disons que il y a un énorme problème. Oui. Dans le pourcentage dans les sorties, il y a un énorme problème. C'est que maintenant, tu sais, à l'époque, Risky Business, c'est un film, par exemple, qui sortait au cinéma. Et quand t'allais au club vidéo, t'avais 8 copies, ou 10 copies, ou 12 copies. T'avais une moitié d'un mur. OK? Parce que c'était un film qui tout le monde savait qu'il serait populaire. OK? Maintenant, il faut chercher les bons films. C'est des exceptions. Tout ça, qui sort au cinéma. Ce qui sort, tu sais, ce qui est mis en avant semble avoir certaines tendances belliqueuses. Tout à fait. Mais bon, ça c'est... en tout cas, si vous n'avez pas vu Risky Business, grosse reco... Absolument. Vraiment à voir. C'est pas juste un petit film léger sympatoche, c'est vraiment un vrai bon film, je trouve. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à découvrir la discographie la BO de ce film-là, si vous avez la chance. Magnifique. Elle est magnifique, elle est magnifique. Mais elle est en même temps, si vous regardez le film, c'est impossible que vous soyez pas imprégné par la soundtrack, parce que moi vraiment, quand le film se termine, tu prends quand même conscience que la musique a joué un vrai rôle dans le film. C'est vraiment, elle est assez importante, je trouve. Que vous aimiez la bande originale ou les tracks de Tangerine Dreams, vous allez passer un super moment, selon moi, avec le film et avec la musique du film. Tout à fait d'accord. Donc, on ne peut que conseiller ce film-là à tout le monde! De retour, c'est l'heure de l'apéro, bien sûr, et du deuxième film. Alex, deuxième choix, et encore une fois là, j'ai choisi un film, bizarrement, avec énormément d'ados dedans. Un film qui se passe à l'école secondaire. Un film qui, à l'époque, était déjà classé 18 ans et plus. À l'époque. C'est vrai. Okay? C'est vrai. Mais un film qui a marqué l'imaginaire, qui a mis en avant un look, je dirais, surtout aux États-Unis, parce qu'en Europe, c'était déjà avec l'influence londonienne et tout. L'Europe avait déjà un peu ce look-là. Une partie de la jeunesse, on va dire, avait déjà adopté le look punk.
et t'as choisi Class 1984, Class 1984, putain. 1h38 de pure délice, sorti en 1982. Exactement, tout à fait. C'est un des films, voilà, enfin, je casse les burnes de tout le monde avec ce film depuis toujours, parce que c'est un peu comme Risky Business, mais là c'est encore plus flagrant. C'est une location que j'avais fait au vidéo club, parce que comme tu as dit d'ailleurs, c'est assez intéressant. Mais donc le film à sa sortie était interdit aux mineurs en France, en tout cas, interdit aux moins de 18 ans, interdiction totale. Et il a pas eu un énorme succès, mais il a triomphé à sa sortie en VHS, alors dans le monde entier. Et en France, je me souviens que il était tout le temps loué. Et comme les vidéoclubs étaient assez cool avec ce genre de film, c'est-à-dire que c'était pas non plus, d'abord c'était pas un film de fesses et c'était pas non plus Massacre à tronçonneuse. En fait, il faisait, voilà, en tout cas, je me souviens que j'ai pu le louer sans problème, alors que j'aurais 12 ans, comme ça. Et j'avais conscience que ça allait être un film un peu violent. Enfin, tu vois, je me disais, cool, je sais pas, des voyous, enfin bon. Mais j'avais pas compris le ton du film, qui est pas léger du tout. Qui est le ton vraiment d'un film très dur, très violent, ça c'est sûr, mais pas violent au sens Chuck Norris, pas violent fun. Faut savoir qui a réalisé le film, je pense. Les gens comprennent Mark Lester. Le ton de violence du film, c'est Mark Lester, qui fera un jour, 2 ans plus tard, il fera un des meilleurs films au monde, qui est Commando. Et en 94, si ma mémoire est exacte, il sortira aussi Big Trouble in... Little China. Showdown in Little China, avec Dolph Lundgren et Brandon Lee, qui est également un des grands classiques de la chaîne. Un film que tout le monde apprécie encore aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était un jeune réalisateur qui essayait un truc, qui voulait passer un message, j'imagine. C'est ça, en fait, il avait lu un article sur de faits divers, quoi, sur un établissement qui était rongé par la violence, mais où ils avaient installé en fait des bornes pour détecteurs de métaux, là, enfin pour choper les armes blanches, les armes de poing, etc. et tout comme ça à l'entrée. Enfin, c'était un des premiers cas comme ça, et où il y avait eu aussi un suicide suite à un trafic de drogue. Enfin, et ça l'avait tellement impacté parce que ça concernait quand même des adolescents. Enfin, c'était pas. On parle quand même d'individus assez jeunes. Et c'était assez récent. Shooting et tout, là. Voilà, exactement. C'est très important de le préciser. On n'est pas du tout, enfin, on est bien avant, la triste déferlante, de tuerie, qu'on aura par scolaire, hein. Appelons ça. Voilà, exactement. Et donc il avait décidé d'aborder ça, mais il en avait parlé au studio et il avait écrit un scénar avec un autre mec dont j'ai oublié le nom, mais le projet au début ils étaient deux, il y avait Mark Lester et cet autre type. Et quand l'autre a compris que Mark Lester en fait s'orientait vers un film presque insoutenable, enfin c'est-à-dire que quelque chose de pas drôle du tout. Et en plus qui irait frontal, enfin, c'est-à-dire qui irait vraiment se frotter à la violence sans du tout la contourner. Il a été en désaccord. Il a dit moi je veux pas participer à un film comme ça. Oui, parce qu'il y avait un problème, c'était la morale. Quelque chose que j'ai adoré dans ce film et qui m'a énormément perturbé quand j'étais gamin, c'est que c'est un film qui te laisse faire le travail de morale. C'est pas un film qui te caresse dans le sens du poil, qui te dit t'as vu comme c'est pas bien. Non, il te montre des choses, à toi de réfléchir. Un peu comme dans tous les films de Mark Lester, sans vouloir t'interrompre. Ouais. T'as la bonne violence et t'as la mauvaise violence. Mark Lester met en avant la gratuité de la mauvaise violence et la justice de la bonne violence. Et là en plus, il y avait un truc en plus, c'est que l'histoire, pour faire vraiment très court, comme on a fait pour Risky Business, quoi, pour mettre juste dans le contexte, quoi, c'est un très jeune prof de musique qui va trouver un emploi dans un collège voilà, il a très peu d'expérience. Il arrive dans l'établissement et c'est un établissement où il y a un énorme problème de délinquance, on va dire.
et où il y a notamment 5 élèves qui imposent leur loi et imposent leur loi pas seulement envers les élèves, mais envers le grand enseignant aussi. Enfin, donc c'est très... C'est des saloperies de punk. Ouais. Saloperie de punk. Et lui, mais alors, et lui, au début, il va être très optimiste parce qu'il a, voilà, il a sa naïveté due à son manque d'expérience, je pense, et puis voilà, le dialogue résout tout. Enfin bon, c'est un film pour moi. C'est un film sur plein de choses, mais c'est aussi un film sur le désenchantement, quoi. Parce qu'on va suivre ce mec qui va vraiment, c'est une lente glissade. Et ce qui est terrible, c'est que c'est aussi, et ça, je me souviens, c'était un des trucs qui avait posé problème aux collaborateurs de Mark Lester à l'époque, à l'écriture, c'est que ce prof qui au début est admirable, hein, c'est un mec intelligent, mais vraiment, hein, enfin, et voilà, il est pertinent, hein, il dit pas des conneries, avec une morale impeccable, avec un ouais, vraiment, mais c'est pas, il est, en fait, quand il parle, tu te dis, putain, c'est pas con et tout, quoi. Sauf que ça ne marche pas, et enfin, ça ne peut pas marcher là où il a mis les pieds, quoi. Et le film montre sa chute à lui, sa chute éthique, sa chute morale, sa chute émotionnelle aussi. Et le film va faire de ce jeune professeur qui ne perd jamais son sang-froid, qui est toujours en maître de lui-même, voilà, va en faire un animal sauvage, mais vraiment une bête de haine, mais à force d'encaisser les coups en fait. Et ça en dit long sur le fait aussi que l'homme, enfin c'est la nature humaine quoi. C'est qu'il y a un moment, même le type le plus fort mentalement, tu peux le pousser à bout, tu peux en faire vraiment le dernier des sauvages quoi. Et moi, même en tant qu'enfant, quoi, ça m'avait vachement impressionné parce que c'est l'acteur c'est Perry King, qui est magnifique, mais vraiment. Il est très bon dedans. Ouais. Qu'on avait vu dans Riptide. Alors pour les très vieux qui a regardé la série Riptide. Et il est excellent, mais surtout c'est excellent de toute façon. Et je trouve qu'il y a notamment des joutes verbales au début entre lui et cette bande. Alors quand je dis la bande, c'est surtout c'est surtout les suiveurs en fait d'un mec qui s'appelle Peter Stegman. Ouais. Et qui est interprété remarquablement par Timothy Van Patten, qui a arrêté très vite sa carrière d'acteur, je crois, pour devenir réalisateur, mais qui par la suite est devenu très puissant à Hollywood. Donc en fait, si vous regardez sur Wiki, vous allez voir que il est devenu un producteur extrêmement. Ah ouais, il est hyper tendance. Enfin, il a totalement réussi sa carrière, mais simplement acteur, ça l'intéressait pas, enfin plus. Mais il a réalisé des épisodes des Sopranos, de Band of Brothers, de Game of Thrones, de Boardwalk Empire, du mec, de Rome. Ouais, c'est un très beau. 20 épisodes des Sopranos qui sont de lui, ok? Oui, il a eu des récompenses. Il a réalisé 3 épisodes de The Wire, il a réalisé des épisodes de Deadwood. Le mec, ok? C'est un putain de réal. Ah, c'est un killer. Ah ouais, vraiment. Okay. C'est un killer. Donc, respect, quoi. Ah ouais, gros respect. Dernièrement, il a fait un épisode de Master of the Air. Si vous n'avez pas vu cette série-là sur Apple. Ah oui, putain. C'est à voir absolument. C'est un chef-d'œuvre. Ah ouais. Qui tombe dans l'oubli pour la simple et unique raison que c'est sur putain d'Apple TV que personne paye pour. Si tu n'as pas gratuit avec ton putain d'iPhone, tu payes les meilleures mini-séries que j'ai vues cette année, Masters of the Air, meilleur de loin. Splendide série à voir absolument. Et si vous n'avez pas vu Boardwalk Empire, Game of Thrones, Bands of Brothers, Les Sopranos, Rome, The Wire et Deadwood, ça aussi c'est à regarder en temps perdu. C'est impressionnant. Moi, franchement, j'ai été sur le cul, quoi. Au tout début, je me disais, le pauvre, il a quoi tant disparu? Oh, ben non. C'est juste qu'il a arrêté d'être acteur. En tout cas, je trouve que dans Classe 84, il pourrait très facilement tomber dans la caricature parce qu'il joue vraiment, voilà, le leader d'un gang, qui se fout de tout, qui est fourbe en plus, mais qui est machiavélique. Enfin, c'est vraiment un mec, il est flippant en fait. Et c'est un psychopathe d'abord, mais complet.
Mais en même temps, dans son jeu, on sent une certaine sensibilité, une certaine fragilité. Il y a des moments où où on sait plus lequel est le vrai. Enfin, c'est absolument génial. Il est excellent et il tire pour moi son rôle vers le haut, mais complètement. Il y a cette scène extraordinaire qui aux États-Unis est devenue ultra culte du piano, où voilà, il squatte la classe de ce jeune prof qui est évidemment leur demande de foutre le camp vu qu'ils sont là pour foutre la merde. Et il se met au piano et il te joue du piano, mais mieux que le prof lui-même. Enfin, et où le mec lui demande mais où avez-vous appris à jouer comme ça, quoi. Et il n'aura pas de réponse. Mais en fait, quand on voit cette scène, on se dit merde, putain, qu'est-ce qui est arrivé à ce garçon, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Ça change tout le film. Et c'est passionnant. Enfin, moi, je trouve que c'est passionnant. Enfin, ça rend son personnage passionnant. Et en même temps, ça montre la scène chez sa mère aussi. C'est ultra flippant. Où il joue l'ado terrifié par son prof. Ah, mon Dieu, c'est génial. Pour moi, c'est vraiment un immense film. Et c'est un film qui est sans pitié jusqu'à sa conclusion. Ça me fait toujours mal de spoiler les fins de films où je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont pas vu. Mais ça se termine pas bien, j'en dirai pas plus, mais ça se termine pas bien. C'est pas voilà, il y a pas de happy ending. Non, c'est pas le film classique hollywoodien. Et par contre, il y a des scènes terribles, mais terribles. Et qui justifient, en tout cas justifiées à l'époque, effectivement peut-être des interdictions très sévères. Il y a une scène de VIOL. Oui. Alors vraiment, faut être très très accroché. Là, on est vraiment au niveau d'Orange Mécanique. Enfin, c'est très très dur et longue en plus. Enfin, c'est atroce. Et des scènes en même temps qui sont... Ouais. Et des scènes qui sont perturbantes quand t'es... Enfin, moi, la scène où le prof de sciences nat, il y a un personnage qui est joué par un prof de sciences nat qui est à bout de nerfs, qu'on peut plus, et qui développe une haine, en fait, vers ses élèves, vers tout le monde, en fait, hein. Et qui va se ramener avec une arme à feu tout d'un coup et prendre sa classe en otage. Oh, cette scène-là, c'est du génie. Enfin, il y a beaucoup de scènes très fortes. Je vous parlais de la scène du piano tout à l'heure. En fait, il y en a tout le temps. Et c'est vraiment, pour moi, c'est un très grand film, très dur, mais c'est un faux film. Il y a beaucoup de gens où quand on parle, et souvent ils l'ont pas vu, mais quand ils voient l'affiche ou les trucs, ils se disent ouais, mais c'est un peu un nanar. Enfin, pas un nanar, mais un truc un peu. Parce que les gens font le lien aussi avec Mark L. Lester, ce qui fait en sorte que c'est le mec de Commando, quoi. C'est bon. Ouais, voilà, ils se disent ça doit être un peu léger, genre avec des pop-corn, un truc. Et en fait, c'est pas du tout ça. Et voilà. Moi, le lien que je fais, et tu me diras si j'ai tort, mais je fais le lien avec la série des Justiciers avec Charles Bronson un peu, où le parcours du mec il ressemble énormément au parcours... tu sais, c'est les Justiciers au lycée, là. Alors dans le ton, il y a un truc sans pitié qui fait penser à ça. Enfin, je les avais revus tous d'ailleurs il y a 2 ans. Par contre, je trouve que c'est mieux écrit parce que Charles Bronson c'est très simpliste. Oui. Je trouve que Classe 84, il s'est vraiment fait chier et les personnages sont très travaillés. Du coup, c'est moins caricatural. Voilà. Oui. J'adore les justiciers, surtout les 2 premiers. Je les adore. Après, ça met dans le nanar, le 3, le 4, le 5. Ouais, voilà, c'est toujours sympa, mais c'est vraiment, voilà, c'est plus des bons films. Alors que les 2 premiers, pour moi, c'est des bons films. Et le tout premier, il est pas con du tout. C'est pas un film con du tout, le tout premier Justicier, quoi. Non, c'est un film très... Et c'est vrai qu'on est dans on est dans une dureté, enfin, dans un ton qui est vraiment, d'abord très sérieux. Il y a pas de vanne pour faire retomber, c'est pas un film où tu peux te marrer, tu vois. Il y a rien de drôle, hein, oui, parce qu'on a oublié de parler, il y a aussi dans le film une scène très 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 forte qui arrive assez vite d'ailleurs de suicide. Franchement, ça n'arrête pas. On en prend plein la gueule. On touche à des thèmes assez que maintenant on touche plus vraiment dans les films. C'est ça. Oui, alors celui-là, putain. Alors on disait tout à l'heure que Risky Business de nos jours, mais alors Classe 84 t'oublies. Et non, c'est sûr. Et d'ailleurs, j'avais vu, mais très récemment, enfin, par rapport à ma chaîne, parce qu'à l'époque, je l'avais ignoré, que quand le film est sorti en VHS, en fait, donc il a cartonné. Enfin, ça a été un énorme succès de location. Parce qu'à l'époque. Oh.
N'oublions pas que oui. les VHS n'étaient pas vendus, c'était commencé à être vendu, oui. c'était l'équivalent de 500 euros la VHS, c'était l'équivalent de 500 euros la VHS, les gens n'avaient pas les moyens d'acheter des films. Mais quand ça s'est démocratisé, voilà, c'est devenu plus accessible. Et en Angleterre, ils ont interdit, et ça franchement je savais pas, ils ont carrément interdit le film d'exploitation VHS. C'est-à-dire que tu n'avais pas le droit de le commercialiser en VHS. Interdit sur le territoire anglais, quoi. Ah putain, waouh, c'est chaud, c'est rare, comme c'est un truc qui est assez rarement fait. J'imagine que ça n'a duré que quelques années. Je sais qu'ils le mentionnent même sur le wiki. Mais c'est assez les Anglais étaient très extrêmes à l'époque. Hein. Moi, je veux juste que les Anglais, tu sais, t'as la version qui sortait, ils devaient sortir une autre version pour l'Angleterre parce que l'Angleterre avait une censure extrêmement claire, nette et précise. Ouais, mais l'interdiction totale d'une œuvre, c'était quand même assez rare. Je crois qu'ils avaient fait ça pour Texas Chainsaw Massacre. Massacre, je pense que... À l'époque, ils l'avaient interdit tout court. Orange Mécanique avait été massacré par le montage censuré, là. Ouais. Ah, et j'ai oublié, alors, pour conclure quand même, il y a aussi la musique dont j'ai pas parlé, qui est vachement belle sur Classe 84, qui est de Lalo Schifrin. Ouais. Et où il a vraiment fait une très très belle musique, et la chanson thème de Alice Cooper. Ah ouais, c'est exactement ce que la peuplade demandait. We Are the Future. Mais quelle chanson géniale, comme une fausse comptine, tu sais, c'est comme une comptine menaçante, chantée par Alice Cooper, une tuerie. C'est une des premières chansons d'Alice Cooper que j'ai découvert d'ailleurs. Après, je suis devenu fan d'Alice Cooper, mais We Are the Future dans Classe 84, je me suis dit mais qui chante ça? Et vu Alice Cooper, je me suis dit putain, ça défonce. Et c'est génial, c'est vraiment génial. Pour moi, il y a vraiment pas de faux pas dans ce truc-là. Et quand tu m'as dit teen movie, je me suis dit bon. Je vais pas aller vers des trucs trop évidents, et en même temps, je veux parler de films que vraiment j'aime énormément, au point de vouloir un peu les défendre, et en parler, quoi. Et celui-là, vraiment, il sort. Hein. J'ai longtemps eu l'affiche derrière moi, d'ailleurs. Et ça c'est vraiment... plusieurs des vidéos avec l'affiche Classe 84. Ouais. C'est vraiment franchement, c'est dans les 10 films qui m'ont le plus marqué, quand j'étais jeune, quoi, simplement. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un film évidemment que j'ai revu 1000 fois dans ma vie, et il n'en a jamais souffert. Voilà, tu sais, c'est comment il a très bien vieilli par la dureté de son propos. Il a très bien vieilli. Ouais, je trouve il a super bien vieilli. Même la réal, elle a pas pris de ride parce que c'est une réal très frontale, très dure. En fait, il est dans son jus, il est dans son style. De coup, il peut pas vieillir. Enfin, il est dans son ambiance, quoi. Et il est dans son époque aussi. Mais c'est vraiment, je trouve que c'est assez balèze, quoi. C'est assez balèze. C'est un petit miracle parce que c'est vraiment très casse-gueule. Quand tu parles de ce film, tu te rends compte à quel point ça avait tout pour pas vraiment bien s'en sortir. Et au final, ça s'en est très bien sorti. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que le film s'est pris des sauts de merde quand il est sorti, mais en même temps des très bonnes critiques. C'est assez étonnant quand on regarde avec le recul. Il a eu des articles assassins qui disaient, pas que c'était mauvais d'ailleurs, hein, ça qui est intéressant aussi, mais qui disaient que c'est un film irresponsable par sa violence et surtout par son ton. Parce que dans le ton, comme je disais en intro, il ne te fait pas la morale. Donc le film se termine et tu as vu ce que tu as vu, mais il n'y a pas un truc appuyé énorme pour dire c'était bien lui le méchant et lui le gentil. Non, t'as rien de ça. C'est très flouté partout, quoi. Et ça en fait pour moi un film intelligent. Mais c'est vrai que à l'époque, en tout cas, il y avait des gens dans l'intelligentsia, etc., qui disaient c'est irresponsable de faire un film comme ça. Voilà. Et leurs enfants travaillent maintenant au même endroit et ont le même raisonnement. C'est irresponsable de ne pas... Exactement. C'est très intéressant de parler de ce genre de film de nos jours. D'ailleurs, je réalise ça pendant qu'on discute tous les deux. Ouais, tout à fait. Et maintenant, pour le 3e film que Alex a choisi, je ne peux que vous donner un extrait. Ça va expliquer exactement la personne qu'il est, l'homme avec ses sentiments, l'homme face au monde auquel il vivait à l'époque. Vous allez le reconnaître tout de suite.
Maybe my foolishness is past, and maybe... Oh, quel gros bâtard. Donc, la boum, Alex, on en parle ou on n'en parle pas? Écoute, le film qui a fait de moi l'homme que je suis, on va pas se mentir plus longtemps. Plus sérieusement, non, c'est un film et figure-toi, c'est un film que je n'ai pas vu. Je n'ai jamais vu ce film. Par conviction ou par Je connais la choix? chanson. Par conviction, par choix, par... Non, par choix, bien sûr, oui, parce que c'est sorti, je devais être gamin quand même, la boum. C'est début 80. Mais c'est tout ce que je détestais, évidemment. Voilà, tu vois comment je pouvais être ado. J'écoutais du heavy metal, tout ça. Je peux te dire que rien que Sophie Marceau, j'avais envie d'en tartrer, quoi. Mais on parlera pas, bien sûr, on parlera pas de la boum sur une chaîne revue. Ah oui, je dis pas que c'est pas bien, je l'ai jamais vu. Donc c'est culte. En plus c'est culte. Donc il a forcément des qualités. Mais Je crois que je l'ai vu une fois, moi. Je crois que je vois ma femme le regarder des fois, peut-être, je pense. j'aurais vraiment pu le voir quand même parce que c'est quand même la culture générale, tu vois. Mais je l'ai jamais vu en entier, j'ai jamais vu. Bon, culture générale, faut le dire vite. Mon choix est beaucoup plus axé sur le genre de musique que j'aime, sur le genre de réal que j'aime. Et c'est un film qui est sorti en 93. J'avais 15 ans, donc tu peux imaginer l'impact que ça a eu sur Tonton Steve. C'est Dazed and Confused, Génération Rebelle, qui nous amène maintenant dans un film d'ado des années 70, avec du Aerosmith, avec du Alice Cooper, avec putain de tout, quoi. Réalisé par Richard Linklater, qui a fait des très bons trucs et des très bizarres. Mais Dazed and Confused, est-ce que tu l'as déjà vu, déjà? Je crois que je l'ai vu à l'époque, mais je ne l'ai jamais revu depuis. Donc là, je suis en train de me dire, putain, il faut que je le revoie. Par contre, mais je l'ai revu, hop, avec Ben Affleck. Mais non, mais Ben Affleck, Matthew McConaughey. Ah ouais. Jovovich. Regarde. Ah oui, lui, je l'adore. Oh la vache, il a des super bonnes moyennes en plus. C'est un De souvenir, j'avais vachement aimé. Je l'ai vu, mais à l'époque, donc ça fait longtemps. Et j'ai jamais revu parce qu'on m'en a jamais reparlé. Ça fait partie de ces trucs où tu te dis, c'est fou que j'en entende pas parler. Ce film-là, on n'en parle pas beaucoup en tout cas. Matthew McConaughey joue un gros pervers là-dedans. Ben Affleck joue un grand malade. Il y a des histoires de bizutage. Moi, c'est un film que je suggère à tout le monde parce que ça représente le fait que peut-être que dans les années 70, les gens les ados avaient les mêmes préoccupations que nous, on avait dans nos années, dans les années 80-90, quoi. Donc, il y a un parallèle à faire. Ils faisaient les mêmes conneries que nous, on faisait. Comme nous, il n'y avait pas de téléphone. Donc, maintenant, c'est plus dur de faire des parallèles parce qu'il y a des téléphones maintenant. Ah oui, ça a tout changé, ça. Ouais, ça a tout changé. Tu voulais voir tes potes à l'époque, fallait qu'on se voit, quoi. Fallait se donner rendez-vous, ouais. Fallait se donner rendez-vous. Tu voulais aller à une fête ou à un party. Fallait que tu saches où était le party déjà. Si t'étais invité, il fallait te rendre. Donc, le mec qui avait une voiture avait un pouvoir incroyable sur la qualité de ta soirée. C'est clair. C'est vrai. Regarde, ceux qui sont anti-marijuana, anti-alcool au volant, sachez que si vous regardez ce film-là, ça se passe dans les années 70 où il y avait des standards différents de beaucoup de choses. C'était une autre époque. Moi, je me souviens d'une époque où mon père ouvrait sa bière avec sa ceinture de sécurité, quoi. C'est pour vous dire, quoi. Les temps ont changé, évolué, la race humaine s'est améliorée sur certains points. Mais Dazed and Confused, si vous l'avez pas vu, moi, je vous le conseille, mais énormément. Ça, je vais me le refaire, celui-là, parce que je l'ai vu, mais... Ça fait une bonne réco de toi en le revoyant, quand tu vas voir toutes ces stars-là jeunes. Ouais, putain, ça va faire drôle, ça. Ouais. Et pour terminer le podcast, j'ai quelques questions pour toi, à savoir s'il s'agit de films d'ado ou si ce n'est pas des films d'ado. Ah, ok. Première question. Red Dawn, Octobre Rose avec Patrick Swayze, Charlie Sheen, de jeunes adolescents nommés les Wolverines, combattent le communisme
Est-ce qu'il s'agit d'un film d'ado? Non, je dirais non, parce que pour moi, la thématique ne concerne pas l'adolescence. Enfin, mais bon, je dirais non. Mais ça prête. De toute façon, c'est forcément un peu subjectif. Mais pour moi, c'est pas un film sur l'adolescence. Donc non. Une question extrêmement complexe que les gens... Attends, et toi? Pour moi, oui, c'est un film d'ado. Parce que c'est on force des adolescents à passer à l'âge adulte. Vu la situation qui les entoure, ils doivent abandonner leur adolescence pour devenir des adultes très rapidement. Et ces ados-là deviennent des tueurs, deviennent des machines à tuer du communisme. OK? Et juste pour ça, j'ai du respect pour eux. Okay? Parce qu'un bon communiste, là, c'est un communiste mort. C'est pas moi qui le dis, c'est le film. Chuck Norris, ouais. Exactement. Mais bon, je fais juste te dire, je respecte ton opinion. Oui, surtout que mon avis ne vaut rien et je vous l'offre. Exactement. Souvent. T'as peut-être raison sur le fait que le message qui est passé n'est pas forcément sur l'adolescence. Ouais, mais t'as pas tort pour autant, puisque effectivement, factuellement, on assiste à l'évolution d'adolescents. Donc, c'est compliqué. Mais bon, l'histoire retiendra que tu dis que c'était pas un film d'ado. Oui, non. Un autre film est enregistré. Et ici, on parle d'une série de films, OK? Qui est devenu épique, surtout pour les membres revus, pour les abonnés revus. C'est un des films qu'on me demande le plus de faire, mais c'est impossible de faire sur YouTube, presque. Ça serait des logos YouTube de censure non-stop. Porky's! Est-ce que Porky's est un film d'ado ou un film de cul? Les deux. Les deux. Non, je dirais les deux. Je connais pas super bien. Porky's et comment ça s'appelait Police Academy. Ouais. Enfin, c'est ce genre de truc. J'étais pas super fan, donc j'avais vu les premiers. Le 1, c'est sûr. Mais j'ai peut-être loué le Porky's 2. Je suis même pas sûr. Parce que ça me faisait pas beaucoup rire. Moi, j'étais plus humour Chevy Chase. Mon humour, c'était un autre genre. T'étais au-dessus de ça. Hein? Non, ouais, non, mais non, pas au-dessus. Mais c'est vrai que l'humour lié au sexe, enfin, des trucs comme ça me faisait pas trop rire spontanément. Alors que l'humour lié au non-sens, à l'absurde, à la bêtise, genre Caddyshack, des trucs comme ça. Je riais aux larmes. Donc Chevy Chase, vraiment, il me faisait rire à cette tête de con. Mais Porky's, je m'en souviens quand même un peu du premier. Et c'est quand même des thématiques d'ado. Enfin, c'est quand même très de mémoire. Donc je dirais que c'est les deux. On peut pas dire que c'est pas un film d'ado. Moi, je dirais que Porky's est un film d'ado, mais qui touche beaucoup plus les 13, 14 ans, 15 ans. Oui, voilà, oui. Qu'on déjà vu. Ouais. Parce que ça aborde la curiosité sexuelle, ça aborde le mystère du sexe féminin. C'est ça. Ça aborde les scènes de douche avec énormément de profondeur, je trouve. Donc, Porky's, à quelque part, est indispensable à la culture des années 80. Et oui, c'est un film d'ado. Aujourd'hui, bien sûr, les jeunes qui m'écoutent, vous avez accès à du porno non-stop. Ah bah oui. Regarde, Porky's, pour vous, ça veut plus rien dire, quoi. Non, il y a vraiment plus de mystère sur le sexe féminin, là, rendu à 15 ans, là. Ben ouais. Après, on verra les conséquences de ça, là, plus tard. Hein, mais Porky's, et je l'ai revu dernièrement parce que je voulais peut-être en faire une vidéo. OK, tu sais quoi? C'est presque beau dans sa naïveté. Oui, ça m'étonne pas que... Ouais, je suis sûr que c'est pareil. C'est tout simple, quoi. Tu sais, t'as pas une fille en train de s'étouffer sur une queue. T'as pas une fille en train de se faire défoncer par 4 gars en même temps. T'as pas... Bonsoir. Ami poète. Bienvenue sur la chaîne Revue de podcast. Non, mais c'est une belle naïveté d'adolescent. Oui, non, mais je suis d'accord. Je veux voir une fille à poil, à quoi ça ressemble, je veux faire ci, je veux faire ça.
C'est pas... Non mais t'as raison parce que par contre Porky's, et ça vaut aussi finalement pour Police Academy, tous ces trucs-là, c'était gentil, c'était pas des films, c'était des films, comment dire, c'était gentil. Il y a personne qui essaye de baiser sa demi-sœur dans Porky's. Il y a personne qui parle de ces trucs-là, quoi. Enfin, Monsieur Steve, ressaisissez-vous. Non, mais moi, ça m'hallucine, quoi. Ces films-là C'est sont... sur YouTube. Oui, mais ces films-là sont parfois traités comme misogynes aussi ou ça. Ah oui, non, mais non, là, C'est juste... non, là, il y a erreur de... C'était la réalité d'une époque, quoi. Non, en plus, pour moi, un film n'est pas misogyne. Un film traite de la misogynie. Enfin, mais c'est un droit. Enfin, en fait, c'est une question de temps, en fait. Mais une œuvre, pour moi, c'est la façon dont elle traite son sujet qui en fait ce qu'elle est. Mais et puis alors parler de misogynie dans les années 80, les critères étaient tellement pas les mêmes. Enfin, les barèmes étaient pas les mêmes. Exactement, aussi. C'est vraiment faire preuve de mauvaise foi ou d'un manque de culture, en fait, tout simplement. Parce que les féministes les plus sérieuses ne jugent pas les œuvres des années 80 comme les œuvres des années 2000. Enfin, elles ont l'intelligence de savoir que, bah oui, les codes n'étaient pas les mêmes non plus, même pour les femmes. Enfin, une femme, ça choquait aujourd'hui, elle n'était pas en 82. Enfin, il y a ça joue sur plein de choses, quoi. Exactement. Donc, moi, je rappelle aux gens qu'il y a une belle naïveté dans Porky's, un truc qui n'existe plus. Réhabilitons Porky's. Réhabilitons Porky's, ramenons Porky's à l'avant-scène des années 80. C'est tout ce que j'ai à dire sur Porky's. Dernière question pour toi. Encore une fois, sur les films, est-ce qu'il s'agit d'un film d'ado ou non? Si on tombe dans un film beaucoup plus populaire, beaucoup plus connu, que tout le monde a vu 150 fois, est-ce que Back to the Future, Retour vers le futur, est un film d'ado? Alors pour moi, il l'a jamais été, mais j'ai jamais considéré comme tel, et j'y ai même jamais pensé quand on parle de films d'ado, les films. J'adore comme tout le monde, j'ai envie de dire, Retour vers le futur, vraiment, mais pour moi, ça m'a même pas fait réfléchir à mon adolescence. Enfin, mais vraiment, alors même pas une seconde. Hein. Alors que tous les codes y sont. Le mec à skateboard, qui fait de la musique. Ouais, je suis d'accord. Mais pour moi, c'est non, c'est un film science-fiction, enfin fantastique, tout ça. Non, enfin mais non, c'est pas un film. Non, je peux pas dire que c'est un film, un teen movie. Pour moi, c'est pas du tout un teen movie. Pour moi, ça suffit pas qu'il y ait des ados dans le film. Hein. C'est pas suffisant. Dans ce cas-là, E.T. est un teen movie. Non, non. Et pour moi, le fait que Marty soit un ado, évidemment que c'est capital, mais c'est pas là-dessus qu'on s'attarde tant que ça, je trouve. On s'attarde sur l'aventure, le voyage dans le temps, les quiproquos, les trucs comme ça. Enfin, ce qui fait que le film est fabuleux. Mais on aurait pu faire un film assez similaire avec un adulte, jeune adulte. Enfin, ça aurait changé quelques trucs. Mais là, pour moi, c'en est pas un. Mais je sais très bien aussi que le film visait aussi principalement les adolescents, pas que évidemment. Et pour moi, je sais pas, là, on donne son avis, son ressenti. Hein. Donc pour moi, c'est pas un teen movie. Mais moi, je te pose une question parce que si on se base juste sur le premier Retour vers le futur, il y a un énorme parcours que Marty fait en tant qu'adolescent. Déjà, il fait face à l'incompétence de ses parents. Okay? Il doit faire face à... mes parents, ils n'ont pas réussi dans la vie, donc je vis les conséquences du comportement de mes parents. Ils ont pas réussi, donc je peux pas avoir le pick-up que je veux. C'est stupide, mais c'est un raisonnement très adolescent. OK? Et en plus, on se transporte dans le passé où on voit le raisonnement adolescent de son père et de sa mère. Mais oui, mais tout à fait. Mais je ne sais pas. En même temps, je réfléchis et je me dis que ce que je dis, c'est pas con. Non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais de toute façon, tu viens de réhabiliter Porky's, mec. Alors, je fais un peu gaffe à ce que tu dis maintenant. Hein. Je t'écoute attentivement. Non, mais parce que tu vois, j'allais dire, c'est vraiment tout ça, c'est très personnel en fait.
Parce que moi, par exemple, quand tu m'as parlé de teen movie, tout ça, il y a un film, je sais très bien que c'est pas un teen movie, il est jamais dans les listes de teen movie, c'est bien normal, etc., etc. Et pour moi, c'en est un d'une certaine façon tellement... Ça m'a fait réfléchir sur l'adolescence. C'est Christine. Moi, je trouve que c'est un teen movie. Je m'excuse. Moi, je le mets dans les teen movies. Alors voilà, bon, bah, alors moi aussi. Mais j'ai conscience que c'en est pas un. Enfin, enfin, on va me dire oui mais non parce que toutes les insécurités du personnage principal. Mais pour moi, en plus, pour moi, Christine, ça tarde vraiment énormément sur l'état adolescent. Enfin, énormément. Le malaise Donc, du personnage est transposé à travers la puissance du véhicule. Donc il y a un moment, et puis même son changement de caractère, tout en, enfin, c'est tout un truc lié aussi à des trucs d'adolescence. Enfin, donc si je dis ça pour Christine, j'ai un peu passé, je fais ça pour raconter de temps en temps, mais là, je peux pas mettre de côté Retour vers le futur, alors que c'est quand même, alors c'est presque thèse antithèse dans le ton, mais finalement, on se sert de l'adolescence pour traiter d'autres choses et d'aller un peu plus loin. Donc en cela, on peut pas dire que Retour vers le futur n'est pas du tout un teen movie, effectivement. Déjà, on parle de... Si je suis ton raisonnement, et je ne suis pas raisonnement, La Dernière Croisade n'est pas un film d'archéologie. C'est un film d'aventure. Bah oui, La Dernière Croisade, c'est un film d'aventure, de divertissement, mais un film d'archéologie. Il est question d'archéologie, n'est-ce pas? Mais putain, j'en ai marre. Franchement, ça me pétait le couille. Tu essaies de me retourner le cerveau depuis tout à l'heure. Comment ça vient faire? Oh putain. Ça va être la fuite en réhab bientôt. C'est compliqué, mais c'est super intéressant parce que il y a des films qui abordent des thématiques, mais qui ne sont pas centrés sur elles, évidemment. Et dès lors que c'est des choses aussi impactantes que l'adolescence, par exemple, faut être honnête, c'est vrai que c'est quand même, enfin c'est jamais anecdotique, c'est ça que je veux dire en fait. Donc en cela, même s'ils ne sont pas que cela, un peu comme on disait beaucoup plus tôt sur Breakfast Club, qui est réellement un pur teen movie, mais à 99%, quoi. Il y a plein de films qui sont teen movie à 50%. C'est le standard qu'a établi c'était quoi un teen movie. Si tu regardes The Faculty, par exemple, qui est sorti, je pense, à la fin des années 90. Ouais. C'est The Breakfast Club avec des aliens. Ouais. C'est The Thing, mais Breakfast Club style. Ah ouais, c'est vrai. Donc... Scream, c'est un teen movie, finalement. Scream, c'est effectivement, selon moi, un teen movie. Ah oui, complètement. Surtout le premier. Mais même Nightmare on Elm Street, finalement, c'est que des ados. Et en plus, ça traite vachement de l'adolescence. Alors là, oui. Carrément, quoi. C'est vraiment une thématique de merde, piège à con. Surtout des mecs dans notre âge qui parlent de ça, c'est incroyable. Ouais. On n'a vraiment pas le recul pour voir toute la merde qui s'est faite depuis l'époque où on traitait pas les ados pour des cons, quoi. Ah ouais, ça c'est vrai. Non, mais ça c'est sûr. Un bon film d'ado récent. Je crois que le dernier bon film d'ado que j'ai vu, c'était, puis j'en ai parlé avec Joseph, c'était Superbad. Parce que c'était vachement réaliste, quoi. C'était bien. Ouais. C'est vrai que c'était bien. Je cherchais un truc sérieux, je veux dire, vraiment sérieux, mais il y en a sûrement, hein, peut-être si je cherchais vraiment longuement, j'en trouverais un, mais t'inquiète. Dans les commentaires, il y a quelqu'un quelque part qui va nous faire une liste de tous les films. Ouais, il va nous faire une liste de 10 super films d'ado de ces 10 dernières années, on va être consternés, on dira, merde, bon. C'est la magie de YouTube aussi, c'est l'échange. Exactement. Moi, je suis 100% pour. Bah ouais, pareil. Moi, je suis ravi quand les gens me disent bah non, Alex, il y a ça. Dès lors qu'ils m'insultent pas, je suis le premier à reconnaître que ah merde, putain, j'ai oublié et tout. Donc ça fait plaisir, quoi. C'est cool. Alex, si vous connaissez pas sa chaîne, c'est Alex La Fuite en vidéo. C'est aussi Alex Syndrome en musique sur Spotify. Maintenant, c'est disponible. C'est vrai. Ouais. Si vous aimez le dark cyberpunk un peu, vous allez adorer la musique d'Alex. Moi, c'est mon conseil pour vous. Je vous conseille également certaines de tes vidéos. Tu as tes années dans la pub. Tu as commencé à faire des vidéos qui parlent plus de toi aussi, pas juste de films, mais qui parlent de tes expériences personnelles, comme comment tu tombes en amour avec le métal,
Ouais, c'est vrai. Un voyage en Californie quand tu avais 17 ans, tes années dans le monde de la pub. Je conseille aux Mon adolescence à Paris, un peu mouvementé. ton adolescence à Paris un peu mouvementée, toi et la violence. Mais Ouais. Last of 84, tout d'un coup, ça s'applique pas à moi. Et il y a une vidéo sur mon parcours musical. Enfin, je fais des hors-pistes des fois. Donc c'est pour ça que voilà, c'est la fuite en vidéo, c'est ma fuite en vidéo, mais ça peut toucher à plein de thèmes, même si les trois quarts, ça c'est lié au cinéma, enfin au film en tout cas, c'est sûr. Tu as également un Patreon sur lequel on peut trouver des écrits d'Alex. Ouais, quelques-uns, mais il faut que je nourrisse le Patreon. Il y a vraiment très peu de choses pour l'instant. Mais ce sera fait. Chaque chose a un début. Voilà. Si vous connaissez pas sa chaîne, je ne peux que vous la suggérer. Il y a des bijoux sur sa chaîne et en plus, des opinions de films souvent à chaud, le lendemain ou le soir même où tu reviens d'un film. Ouais. Où tu donnes des opinions d'un mec de ton âge qui a vu plus que 3 films dans sa vie, quoi. Donc, c'est intéressant, quoi. Il y a de la perspective et du propos. Après, J'essaye, et en même temps, j'aime bien le côté, effectivement, comme tu dis, à chaud. Enfin, j'aime bien parler parce que des fois, on change d'avis avec le recul et c'est intéressant, mais c'est bon de se souvenir aussi de ce qu'une œuvre nous a provoqué sur le coup. Je trouve ça super intéressant. Moi, des fois, il y a des gens qui me disent, ouais, mais tu devrais peut-être quand même attendre un peu et tout. Et moi, c'est pas une question de vue. De toute façon, je fais pas de vue. Mais c'est à travers des vues que je vais être rapide. C'est que j'aime bien être rapide parce que quand t'es rapide, tu n'as pas oublié ce que le film t'a donné comme ressenti. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et parfois, quand tu revois l'œuvre que t'as adorée le lendemain de son visionnage, 6 mois plus tard, tu l'aimes aussi, mais pour d'autres raisons, plus apaisé, plus machin, etc. Et c'est super, c'est un complément, quoi. Donc moi, j'aime bien faire mes vidéos comme je l'ai fait, j'avoue, voilà, en toute modestie. Hein. moi, à chaque fois qu'on fait un podcast, on se dit, OK, on a 1 heure, et à chaque fois, ça finit jamais dans les temps. C'est une malédiction. Mais une très belle malédiction. Et le prochain podcast qu'on fera ensemble sera sur les chansons qui nous bouleversent profondément, on va dire, quelque part. Un podcast musique. Ouais, ça sera un podcast beaucoup plus musical et il n'y aura pas la chanson de la boum dedans, je vous le dis tout de suite. Non. Mais, donc, abonnez-vous à Revue le podcast, abonnez-vous bien sûr à Alex la fuite en vidéo. Les liens seront tous dans la description et auront passé quelques fois durant le podcast, j'imagine, sous nous, juste ici. Et je vous souhaite à tous de passer une excellente fin de journée, de soirée et d'avoir apprécié le podcast. Merci Alex. Merci à toi Steve, toujours un putain de bonheur. Et je vous dis à la prochaine fois. Ciao.